L'esprit de ta case, le podcast. Le podcast. On n'est toujours pas au Canada. On n'est toujours pas au Canada. Excuse-moi. Les gens vont croire qu'il a finalement pas envie d'en parler. Putain. Mais on a eu la chasse. Ouais. Donc ça veut bien dire que t'es pas parti là-bas à poil avec... Non, alors je reviens justement à la chasse. Donc la chasse comme moi je la vivais et comme je la voyais ici, ça me plaisait pas trop. Il y avait ce truc justement un petit peu trop, ben voilà, on a le droit de tuer, l'État nous donne, parce que c'est un mandat étatique, hein, faut pas oublier, l'État nous donne le droit d'aller tuer des animaux, puis un peu cette superpuissance qui s'organise comme ça. Ça j'ai beaucoup étudié aussi de nouveau, ça on pourra en discuter parce que c'est un truc absolument fascinant. Qu'est-ce que ça crée chez l'être humain de pouvoir avoir ce droit-là de se balader avec un fusil pendant 2 semaines dans la forêt puis de tirer sur les animaux? Ça implique certains changements au niveau du cerveau qui sont assez intéressants. Et du coup, ça me plaisait pas trop. Alors, un des postulats, parce qu'il y en a plusieurs, un des postulats qui m'a fait aller au Québec, c'était, moi, je voulais aller voir les Amérindiens. Clairement, je voulais voir c'était qui ces mecs qui tuent des animaux tout le temps. Parce que c'est leur mode de vie, c'est leur manière de vivre, et puis qui considèrent quand même ces animaux-là comme leurs frères, à minima, comme en tout cas autant important qu'eux, quoi. Il n'y a pas de hiérarchisation de la vie du tout. Donc comment ils font pour pouvoir juste vivre ça? Pour moi, tuer un animal, c'était ultra violent. Comment eux, ils font pour s'en sortir et puis pour être à l'aise avec ça, quoi. Donc ça a été un des premiers postulats. Le rêve, voilà, d'aller toucher ces Amérindiens, c'était un truc dans lequel j'avais été bercé aussi depuis gamin, avec mon papa aussi, c'est des histoires de nature, de forêt et tout. Les Amérindiens, pour moi, ça représentait ces gens qui vivaient là-dedans, je voulais aller voir c'était qui ces mecs-là. Donc c'est lui qui t'a transmis aussi un peu... Parce que je dois ratisser un peu large. En tant que moitié allemand, nous on avait l'écrivain Karl May en Allemagne. Okay. C'est un Allemand qui est jamais parti outre-mer. D'accord. Mais c'est celui qui a écrit les plus beaux romans. Intéressant. Donc je crois qu'il y a 3-4 bouquins qui sont assez épais. Et ces livres ont été filmés par la suite. Et même en Allemagne maintenant, tu peux aller au festival Karl May où ils refont chaque scène connue avec des Indiens puis des cow-boys. D'accord. Donc en 2024, qu'ils puissent encore faire ça, c'est assez puissant. C'est pas mal, ouais, voilà. Intéressant. Et puis, moi, j'ai grandi avec ça, quoi. Ouais. Donc, quand on jouait, c'était toi, Old Shatterhand, c'était le gars avec le fusil, oui. ou t'étais Winnetou, qui était l'Indien, machin. Donc, c'était notre truc à nous, quoi. Donc, on jouait toujours avec ça. Puis toi, c'est ton père, parce que j'ai un de mes potes, Bernard Emmental, lui, il a grandi avec justement ses parents, puis eux, c'était la spiritualité indienne, amérindienne, était quand même assez... dans les années 70-80, c'était assez bien sûr. à la mode. Ouais, ça aussi, on pourra en discuter, c'est assez génial, parce qu'effectivement, après mai 68, là, il y a vraiment eu quelque chose, et avec les hippies qui est venu avec les Amérindiens, moi j'ai pu en discuter de ça avec les Amérindiens, voilà, mais ça pourrait être un autre sujet. Moi j'ai grandi avec Yakari, j'ai grandi en jouant aussi aux cow-boys, aux arabes. Je suis né avec ça, on dira. J'ai joué aux cow-boys, aux Indiens, puis après il y a eu des Langway, voilà, beaucoup dans la littérature et tout, énormément. Puis il y avait toujours ce truc-là, ce mythe de l'Amérindien, un petit peu, qui a compris un truc, mais que tu sais pas trop et tout. Enfin voilà, moi ça me fascinait. Putain, c'est qui ces mecs, quoi? Pourquoi on les personne? Il parle avec les loups, il parle avec les chevaux. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a vraiment un truc, voilà, une dimension, et de nouveau, je redis aussi par rapport à cette histoire de chasse, d'aller tuer un animal qu'il considère comme étant l'équivalent de lui-même au niveau de la valeur de sa vie. C'est hyper fort, en fait, comme truc. Donc ça m'intéressait à fond. Donc ça, un des premiers postulats, c'était ça, c'était voilà, vraiment d'aller voir c'était qui ces mecs-là. Il y avait un deuxième postulat un peu plus officiel, on dira. J'étais passionné, je le suis toujours d'ailleurs, par tout ce qui est technique d'autonomie. Donc de savoir aller chercher une petite plante dans la forêt pour pouvoir aller manger correctement et tout, pas s'intoxiquer, enfin de pouvoir vivre à l'extérieur. Ça me passionnait. Donc j'ai été, pendant ces 3 mois et demi là que j'étais au Québec, pendant 2 mois, j'ai été chez un couple qui vivait en autonomie, pas en autarcie. L'autarcie, c'est compter sur soi-même. L'autonomie, c'est dicter ses propres règles. Donc ça veut dire que ça implique tout le temps quelqu'un d'autre. Eux, ils vivaient en autonomie, ils avaient arrêté leur boulot, et c'était la retraite, entre guillemets, acheté leur domaine, et puis ils vivaient dessus par rapport à ce qu'ils produisaient.
J'avais lu plein de bouquins là-dessus, mais entre lire des bouquins et puis le vivre vraiment au jour le jour, c'est radicalement différent. Donc ça, c'était le but aussi, c'était de passer vraiment 2 mois dans ces conditions-là pour voir qu'est-ce que ça représentait en termes de gestion du quotidien. Donc j'ai pu faire ces 2 mois-là, et ensuite j'ai pu partir avec les Amérindiens. C'est là où je peux instaurer le troisième postulat, c'est que quand j'étais gardien de prison, je me suis vite... Le but c'était ça aussi, c'était de me confronter à qui j'étais moi, trouver, mettre des mots dessus, qu'est-ce que j'avais vécu, pourquoi. Je me suis vite retrouvé face à plein de murs, forcément. Et c'est là que j'ai découvert l'hypnose. L'hypnose m'a énormément aidé à ce moment-là à remettre un petit peu les choses en perspective. C'est à ça que ça sert. Donc moi, j'avais vraiment l'impression que j'avais un peu étouffé cette période de vie, là, mis dans une marmite, boulonné les bords pour surtout pas que ça me repète à la gueule parce que c'était pas viable. Puis là, ben, j'ai voulu aller ouvrir la casserole pour aller voir ce qui restait dedans. Du coup, j'ai fait ces premières expériences en hypnose comme ça, et en faisant cette démarche-là, et puis en vivant... Donc, l'auto-hypnose. Alors d'abord en hypnose, puis après j'ai beaucoup fait d'auto-hypnose, pour moi, effectivement, ouais. Et puis en faisant de l'auto-hypnose, justement. Donc d'abord de l'hypnose, histoire de fixer la base, parce que pour moi c'est hyper important. Faire de l'auto-hypnose en allant télécharger un podcast sur YouTube, c'est bien, mais si t'as pas la base, il manque un truc. Voilà, à mon avis, très clairement. Du coup, j'ai fait ces auto-hypnoses par la suite, là, et puis j'ai eu des expériences un petit peu particulières qui se passaient. Puis en allant chercher justement ces expériences-là, j'ai eu plein de bouts de réponses, donc sur Internet, beaucoup forcément. J'ai eu plein de bouts de réponses, et puis des réponses qui me satisfaisaient, mais absolument pas, avec lesquelles je n'étais pas du tout en ordre. Et puis du coup, c'est aussi ça. Donc j'ai voulu aller voir, mais ça c'était vraiment la possible cerise sur le gâteau. C'était pas ça l'intention de base, mais si ça m'arrivait, tant mieux. C'était d'aller voir, de nouveau, ils font comment ces Amérindiens-là qui eux vivent avec ça, ils ont pas perdu, donc ils ont pas, contrairement à nous, on doit retrouver quelque chose parce que ça a été balancé à gauche à droite. Eux, ils sont tout le temps en contact avec ça, ils sont restés en contact avec des pratiques et des croyances qui existent depuis la nuit des temps pour eux. Enfin, depuis la nuit des temps, j'exagère un peu, mais depuis vraiment longtemps. Et puis, ben, du coup, ils font comment, quoi? C'est quoi leur code? C'est quoi leur manière de faire, en fait, au final? Mais celle-là, c'est pas à travers Yakari, etc. Quoi. Non. C'est... Parce que j'ai nous un flash là, puis j'aime bien mes flashs ces derniers temps parce que c'est assez marquant. Tu t'imagines, étant gamin, j'ai dû avoir, c'est encore en Allemagne, donc j'avais entre 7 et 9 ans, j'ai vu un film avec des Indiens et à un moment donné, ils ont voulu voir le futur. Puis, moi, à 9 ans, c'est quoi le futur? Non, mais même pas. Je veux dire, c'est pas une question que tu te poses. Quoi. Demain, tu vas à l'école, puis c'est comme ça. Ouais. Et là, je revois l'image devant mes yeux maintenant. On a toujours le fameux totem au plein milieu du village, etc. Et ben là, ils avaient accroché une corde autour. Ouais. Et le gars, c'est un gros gars, il s'est croché Ouais. avec Ça, des c'est la griffes, danse du soleil, ouais. la poitrine. Ouais. Et il s'est laissé Suspension. tomber en arrière. La suspension, quoi. Et c'était... J'avais 9 ans, ça a dû être C'est violent, 1982, 83. Il fallait que je retrouve ce film. Mais maintenant, quand je repense à ça, je suis complètement sidéré qu'ils m'ont laissé voir ça, mes parents. Mais tu vois, c'est des choses que tu les vois. Maintenant, j'ai bientôt 50, ça fait 40 ans et quelques. C'est hallucinant avec quoi on était en contact. Ouais. Comme Yakari, tu repenses maintenant, c'est de l'animisme pur, quoi. Complètement. Mais quand tu regardes ça, en tant que gamin, t'as des couleurs, t'as le cheval, c'est Yakari, quoi. Voilà. Et avec du recul, tu penses à ça maintenant, on a quand même été bien baigné dedans. Quand quoi. même, ouais. Sans Quand même. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que alors, dans mon analyse aussi, mes parents, c'était des hippies, quoi, très clairement. Des hippies valaisans. Ouais, à fond la caisse, ouais. Passionnés de grimpe, de montagne et tout, tout le temps en train de voyager, puis de voyager des fois de manière assez roots et tout. Moi, j'étais en Thaïlande, j'étais gamin, j'avais encore... Mon petit frère, il avait encore les couches et tout, c'était à moitié dans les camping-cars. Enfin, voilà, eux, leur berceau, il vient de là. Et ça, c'est intéressant parce que justement aussi, le monde hippie a énormément récupéré. Il y a beaucoup de choses New Age qui nous viennent de là. Ils ont énormément récupéré certains codes qui les arrangeaient bien.
du monde amérindien, puis ils en ont fait leur, et puis du coup ils ont créé quelque chose d'autre avec ça, puis moi en tout cas mes parents sont nés là-dedans quoi. Donc c'est les néopaganismes. Ouais, un Donc, petit peu, ouais. Non, franchement, ouais, clairement. En tout cas, dans mon analyse, de nouveau, ça m'appartient hein, vous avez remarqué, j'ai point de vue, mais- rigolé, mais Jonas et moi, on n'arrête pas de rigoler là-dessus parce qu'on est en plein dedans, puis en même temps, on arrive à rigoler de nous-mêmes. quoi. Ouais, Donc, tout à fait, ouais. c'est ce qu'il faut. Mais ouais, non, c'est hyper important. Mais c'est vrai que, ouais, après de nouveau, comme je dis, c'est mon analyse et ça m'appartient. Mais voilà, moi, ce que je perçois un petit peu de moi, comment je percevais, c'est parce que ça vient de quelque part, puis ça vient un petit peu, ça vient justement surtout de mes parents, puis de leur manière aussi. Puis ben, eux, ils viennent eux-mêmes de cette culture-là, de beaucoup de mai 68, quoi, en fait. Bon, si maintenant je peux péter une bombe, des hippies Mhm. qui prennent beaucoup de choses, hein, Ouais, et puis tu as des servants de messe. ouais. Donc ça, c'était le côté qu'il fallait faire comme tout le monde. Ouais, Ok, non, bah, c'est juste... ouais, non, mais bien sûr. Faire comme tout le monde, bah déjà, j'avais pas vraiment le choix. Ouais, je parle de tes parents. Très clairement. Ouais, il y avait ça aussi. Après, il y a de toute façon cette idée de faire comme tout le monde, qui est, à mon avis, fondamentale à l'humanité. On peut en discuter volontiers. Euh, donc, ils avaient cet esprit de faire comme tout le monde, mais au bout d'un moment, ben, il était tellement bien dans le moule que tu te l'attribues, que ça peut devenir intéressant aussi, parce que tu le fais tien, et puis voilà. Puis mes parents, ils avaient vraiment fait leur, ce moule très chrétien conservateur ultra pratiquant. Voilà, donc, mais ils étaient bien dedans, on dira. Jusqu'à un certain point, on est bien d'accord. Mais ils étaient assez bien dedans, ils évoluaient correctement, enfin ça n'a pas créé d'inconvénients majeurs qui ont bouleversé leur vie de manière négative. Enfin, voilà. Parce que pour moi, c'est toujours, les capteurs, ils sont un peu là, quoi. C'est ça, les baromètres, c'est comment tu vas, en fait, au final. Peu importe ce que tu fais, qu'est-ce que ça t'apporte, comment tu vas, en fait, au final. Voilà. Donc eux, ça leur allait pas si mal que ça, jusqu'à un certain point, parce que ben, typiquement, et ça c'est un des points qui a fait que, parce que maintenant ils sont beaucoup moins pratiquants d'ailleurs, ben, eux ça leur allait, ils ont imposé ça à leurs enfants, puis ben, en tout cas un de leurs enfants a dit que lui ça lui allait pas, ça c'est clair. Donc ben, elle est là la limite aussi de leur truc, et puis le fait que moi j'ai été en opposition avec ça, ça a aussi énormément remis en question ce qu'ils proposaient, parce qu'ils pensaient bah, un peu comme tout le monde, hein, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais ils pensaient proposer quelque chose que eux ils avaient évalué comme génial, parfait, idéal. Puis bah non, moi je suis pas d'accord avec ça. Puis du coup, bah, forcément que ça réinterroge le truc quoi. Ok, donc, on en revient au On Canada. revient. Donc, t'es parti au Canada, t'as été chez ce couple, Ouais. et puis ensuite. Alors ce qui s'est passé, c'est que je suis resté 2 mois justement pour vivre ce truc d'autarcie là. Et puis sur place, de nouveau, pour moi, ces Amérindiens là, c'était un peu un rêve. Je voyais pas tellement comment c'était accessible, mais j'ai commencé à parler là-bas autour de moi de ça. Et puis, comme bah, je suis chasseur, là-bas je suis parti avec mon arc, parce que je suis aussi chasseur à l'arc. En Suisse, c'est interdit, donc si je chasse à l'arc, je vais en France, avec un arc traditionnel. Donc, enfin, ça sort un petit peu, ça, ouais, voilà, ça interroge, quoi. C'est un peu spécial hein, comme technique, là. Puis du coup, comme ça a créé un petit peu cet intérêt, j'ai pu commencer à discuter un petit peu autour de moi, et puis on m'a dit, si tu veux vraiment aller vivre quelque chose d'un peu plus authentique, il faut aller au nord, il faut aller avec les Amérindiens Cri et Inuliche, comme ils s'appellent eux-mêmes, parce que c'est ceux qui ont été colonisés le plus tard. Comme ils sont très au nord, c'est moins accessible en fait, c'est moins intéressant au niveau des richesses. Donc, c'est ceux qui ont gardé encore le plus de contact avec leur culture. Donc, j'ai pris mon sac à dos, et puis je me suis barré, et puis j'ai marché beaucoup, longtemps. Donc, en me barrant là, j'avais deux possibilités. Pour moi, justement, ces Amérindiens là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Mais si c'était pas accessible, je voulais faire l'expérience de l'autarcie. Donc, où j'étais seul avec moi-même, au milieu de la forêt, au mois de novembre, au Québec. Donc, t'es parti avec un téléphone. Ouais, mais juste inutile parce que pas de réseau, pas de carte. Non, absolument Donc, t'es pas. parti Rien. roots, quoi. Parti roots, mon sac à dos, ma maison sur le dos, mon arc. Un petit peu de produits secs, des lentilles, un petit peu de riz, des machins, un peu de bouillon, un truc comme ça. Et puis je suis parti vraiment au milieu de la forêt. Moi devant, avec des grosses tempêtes de neige en plus, j'ai vraiment failli avoir les pieds. Ils ont dû secouer la tête quand tu devais partir. Non, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi, ouais, parce qu'en plus c'est vraiment pas du tout la période. Mais ça a été génial parce que ça m'a ouvert aussi énormément de portes. Parce que c'est clair que quand tu arrives
le premier village amérindien que j'ai visité, c'est Ujebughumu. En fait, c'est un village où il y a un musée. Donc c'était un peu mon excuse, en fait, si tu veux, parce que c'est une réserve amérindienne. Puis une réserve amérindienne, ça veut dire ce qu'il en est. Ils ont leurs propres lois, leurs propres règles, leur propre police, etc. Ils fonctionnent vraiment un peu en vase clos comme ça. Donc tu peux rentrer, mais tu peux ne pas sortir aussi. Voilà. C'est vraiment, c'est chez eux, quoi. Moi, j'avais besoin d'avoir une excuse pour pouvoir rentrer dedans. Donc du coup, j'ai choisi ce truc avec un musée. Je suis arrivé le matin là, donc moi je sortais de la forêt, hein, je suis arrivé à pied. Il venait d'avoir 2 jours de tempête de neige là. Donc je sors de ma forêt à pied avec mon arc là. J'arrive, c'était assez tôt d'ailleurs. Je vais devant le musée est encore fermé. Je pose mon sac devant le musée, puis je me casse. Il y a un petit lac à côté, je suis allé voir. Et puis en revenant, en fait, il y avait des archéologues qui étaient à côté de mon sac, puis qui regardaient mon arc là. Ils se disaient, putain, c'est quoi ce machin et tout. Et puis ça a pu instaurer direct un dialogue qui était hyper intéressant, autant avec ces archéologues-là qu'avec les gens du musée, les Amérindiens qui tenaient le musée, parce qu'eux aussi ils travaillent forcément en relation avec les archéologues. Et puis du coup, ça a vite créé quelque chose de spécial. Mais putain, tu viens d'où? Tu fais quoi? T'es qui là, mon gars? Tu sors de la forêt, il y a eu 2 jours de tempête de neige, tu sors avec ton arc là, tu fous de notre gueule ou bien. Tu vois, c'était vachement marrant, c'était hyper intéressant. Puis du coup, ça m'a ouvert quand même énormément de choses. Ce qui, moi, par rapport à ce que j'ai pu discuter avec eux aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je venais pas chercher une méthodologie. Je venais pas voir ce qu'ils faisaient pour faire la même chose. Je voulais juste savoir comment ils en arrivaient à la conclusion d'utiliser telle et telle chose pour pouvoir en faire ce qu'ils faisaient avec, quoi. Puis du coup, ça, je sais que parce qu'on me l'a dit, ça m'a ouvert quand même énormément de portes par rapport à ça. Puis ça a été hyper, hyper enrichissant, quoi. Donc en fait, au final, j'ai eu plus que ce que je voulais, ce que j'aurais pu espérer. J'ai fait 2 semaines à peu près dans ce village d'Oujé-Bougoumou, là, où j'ai pu vivre énormément sur les camps traditionnels, parce que ce qui est spécial à ces Amérindiens du Nord, justement, à cette population Cri, là, c'est qu'ils ont gardé un petit peu ces cultures, ces anciennes cultures. Donc ils ont au centre du village des sortes de grandes maisons totalement en rondins, que en bois, comme ils le faisaient il y a des milliers d'années, avec des grands fourneaux au milieu. Et puis, dans ces régions du Nord, là, ils ont leurs maisons occidentales, qu'on dira, sauf qu'il y a régulièrement des coupures d'électricité, parce que la neige, etc., il y a souvent des arbres. Puis du coup, ben, leur superbe maison à l'occidental, là, ben, au bout d'un moment, ça vaut plus rien. Puis quand il y a ces grosses coupures-là, ils se retrouvent tous dans ces grosses lodges, dans ces grosses maisons-là, où là, ils font chauffer les fourneaux à rouge, ils bouffent du castor, et puis du caribou à mort, et puis voilà, quoi. Donc moi, j'ai pu vivre dans ce camp-là, l'entretenir un petit peu, participer aussi à toute la rénovation qu'il y avait en vue de l'hiver qui s'annonçait. Ça a été hyper enrichissant, hyper intéressant. Et puis après, j'ai eu d'autres contacts un petit peu plus loin encore. Aussi, après, on m'a orienté, on m'a dit, si toi tu veux continuer à aller voir ce que tu es en train de vivre là, il faut aller voir Skarkishtapish, là. C'est un mec qui vit perdu au milieu de la forêt. Alors lui, il a un tout petit peu d'électricité parce qu'il a un transformateur, c'est tout, mais il n'a pas de courant, rien du tout. Puis lui, il est responsable de tout ce qui est transmission culturelle des Amérindiens Cris et des Amérindiens Algonquins, 2 populations différentes mais relativement proches. Et puis il est considéré comme un ancien. Voilà. Puis ce que ça veut dire être considéré comme un ancien, ça veut dire que c'est un vieux qui a appris de ses erreurs. Ça, c'est important de dire ça, parce que c'est pas parce que t'es vieux puis que t'es tes grands-pères que t'es un ancien. C'est pas ça du tout. En tout cas, pas pour les Amérindiens, ça marche pas comme ça. Euh, il a été considéré comme un ancien parce que c'est quelqu'un qui a su remettre en question, considération, a pris justement l'apprentissage de ce qu'il avait vécu et puis qu'il est capable de le retransmettre. C'est ça un ancien pour les Amérindiens, c'est pas juste, c'est pas un titre qui tombe du ciel comme ça, comme on entend souvent justement, que ce soit chez les hippies ou bien je sais pas qui, mais souvent ces gens qui sont proches dans le New Age, justement, de la spiritualité amérindienne, dès qu'ils arrivent à un certain âge, maintenant je suis un ancien. C'est pas comme ça que ça marche, pas chez eux en tout cas, ça c'est clair. C'est un peu comme le chamanisme, quoi. Voilà. Alors, oui. N'ouvrons pas cette porte aujourd'hui. Pas d'accord, pas aujourd'hui, ça marche. Ouais, c'est hyper intéressant, tu vois. Mais ça aussi, et puis ça ouais, alors, je sais, faut pas ouvrir cette parenthèse-là, mais je vais rester sur les Amérindiens avec le chamanisme. Eux, c'est pas des chamans, du tout, mais vraiment pas. En tout cas, chaman, c'est un nom bien précis par rapport à une culture bien précise.
Ça, c'est clair, net et précis. On peut pas en faire. On devrait pas. Merci Michael Harner, on pourrait y revenir. Mais on devrait pas en faire une généralité en disant voilà, c'est le chamanisme. Non, il y a plusieurs types. Et puis typiquement, les Amérindiens ne sont pas du tout, se considèrent pas comme des chamans, ils se considèrent autrement. Ça veut pas dire qu'ils font différemment, hein, mais, voilà, ils font un peu la même chose. Mais c'est leur code. Voilà, c'est ça. Et ça, pour eux, c'est très très important. Et même eux, avec ces histoires de justement de chamanisme, en fait, ça les tord. Parce que du coup, au lieu de faire ce qu'ils sont censés faire, ce qu'ils savent faire, ce qui leur appartient, ben, ils commencent à faire du chamanisme. Parce que c'est plus porteur, puis ça parle à plus de gens. Et puis du coup, ils sont en train de se trahir eux-mêmes. Ils perdent leur propre culture et leur propre rite pour pouvoir correspondre à ce qu'on a. C'est Donc, méchamment dit, nous, gros cons d'Européens, on cherche nos racines. Ouais. Et en les cherchant, on va ailleurs et on pervertit les racines des gens qui les ont encore. Ouais, complètement. Wow. Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de ça, ouais. Le fait de vouloir aller plus vite et puis de trouver, et puis ça c'est typique, alors occidental on s'en fout, mais notre société elle est un petit peu comme ça, de vouloir avoir vite des résultats, puis de vouloir aller trouver des solutions rapidement, et puis quelque chose d'utilisable, pour pas dire exploitable, au lieu d'aller chercher un petit peu plus loin sur qui c'est que nous on est, on trouve des... Ça c'est le principe du New Age, hein, justement. On prend des codes qui nous plaisent bien chez les autres, et puis on fait un petit mélange, on fait un petit melpote, et puis on dit, moi maintenant c'est ça ma spiritualité, quoi. C'est un truc, une espèce de patchwork là, qui en plus, qui tient bien comme patchwork, comme vêtement, mais dès que tu regardes un petit peu plus loin, il n'y a plus rien qui tient la route, quoi, en fait, au final. C'est un peu Instagram. C'est un peu Instagram, ouais. On montre ce qu'on veut montrer. Complètement, ouais. Mais derrière la scène, c'est le bordel. Ouais, c'est un peu le bordel, ouais. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, moi. De toute façon, tout ce qu'on dit, c'est notre vision à nous, puis celui qui est pas content, il y a un truc qui était génial chez les Amérindiens, justement quand j'étais chez eux, ils montraient un film pour revenir justement à ce truc de hippie là, parce que les hippies ça peut paraître génial. On dit, ouais, alors, vu de l'extérieur comme ça, un regard qu'on pourrait avoir, c'est ouais, ce qu'ils partagent avec ce qu'ils ont pris des Amérindiens et tout, puis un truc très joli, très sympathique et tout, super. L'envers de la médaille, c'est que les Amérindiens à l'époque, donc ils avaient perdu leur territoire, on les avait mis dans des pensionnats, des machins, interdits de parler leur langue, ils avaient perdu la totalité de leur identité, considérés beaucoup comme des drogués alcooliques, parce qu'il y a énormément de problèmes, et puis c'est un fait, hein. Après, il y a plus de mortalité de diabète que d'alcoolisme, typiquement. Donc, parce qu'ils peuvent plus bouffer comme ils bouffaient avant, on leur file de la merde pour les soutenir, puis ils tombent malades. Donc, il y a plus de morts du diabète que... voilà. Donc, c'est une petite parenthèse comme ça. Mais une manière... La rééducation des enfants. Ouais. Une manière qu'ils avaient pour eux de passer par-dessus, puis d'exister de nouveau, c'était par rapport au travail. Ils étaient réputés comme d'excellents travailleurs. On prend un exemple qui est frappant et puis on peut retrouver beaucoup d'images. C'est typiquement toutes les grandes constructions à l'ère vraiment industrielle où ça a développé aux États-Unis. Quand ils commençaient à faire ces énormes buildings, ceux qui étaient en haut là, c'était les Amérindiens la plupart. Parce qu'eux, ils osaient justement aller vraiment. Puis pour eux, c'était important de vaincre cette peur du vide et tout. Ça faisait vraiment partie de leur culture. Voilà. Mais du coup, ils pouvaient réexister par rapport à la société avec ça. Et quand il y a eu ce mouvement hippie qui voulait plus bosser et tout, non seulement ils sont passés de alcooliques bosseurs à alcooliques glandeurs, qui voulaient plus bosser. Et ils ont perdu un truc phénoménal avec ça. Donc en fait, les hippies, où on a l'impression que c'est génial et puis que ça a apporté, c'est en communion. En fait, ils ont foutu une merde monumentale. Voilà. Selon le regard des Amérindiens, de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est hyper intéressant. Alors, selon le regard des hippies, c'est super, ils ont pu, voilà. Mais par contre, les Amérindiens, ils disent, putain, mais en fait, vous êtes des connards, les gars, là. Fait chier, putain, je m'en sortais. Et puis, vous êtes arrivés, vous avez tout foutu dans l'air. Pas tout, hein. Pas les traits en très très gras. Mais c'est histoire de donner une version un peu différente. Et moi, c'est ça qui me fascine et qui me passionne. C'est justement ces versions, ces regards un peu différents. Et je pense qu'une grosse erreur qu'on fait, nous, en tant qu'Européens, c'est qu'on porte un regard, justement, sur différentes cultures, pour se les approprier ou juste pour les étudier, parce qu'on retrouve ça avec les historiens, après eux c'est des scientifiques qui considèrent ce biais-là, mais on a tendance à tordre un petit peu le truc en fonction de ce que nous on attend d'eux. Voilà. Waouh. Ah, mais je pense que bon, on est à 1h03 là. Comment dire, je pense qu'on peut encore parler pendant 2 heures. Je nous connais. Oui.
Euh, Mon Dieu. si on veut rester sur le thème de Jonas Dorsa, Mhm. ben, on peut peut-être aborder la rentrée. Donc, si tu as été au Canada, Ouais, puis tu as eu. une horreur. La rentrée, mon Dieu, une horreur. Non, j'ai pris cher quand je suis rentré. Donc j'ai quitté gardien de prison parce qu'en plus, j'étais pas dans mon canton. Et puis voilà, donc j'ai quitté ça. Je sentais que j'étais arrivé au bout du truc, mais je sentais aussi qu'il y avait des possibilités puis des perspectives et tout. Donc quand je suis parti avec l'idée que quand je rentrais, je retournais là-dedans, dans un autre cadre, un peu plus près de chez moi, avec un truc un peu... Puis peut-être même aller faire un peu carrière, un truc comme ça. Voilà. C'était vraiment dans cette optique-là. Puis en plus faire de la famille, puis qui voulait dire famille, impliquer quand même, pour moi, une certaine sécurité, que ce soit financière, etc. Et tout. Rester dans ce domaine-là, c'était parfait. Je suis revenu ici, j'ai pu faire un stage justement dans une prison par là, puis là je me suis dit non mais putain arrête, non, 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 non. Et je me rappelle que, alors voilà, on reprend un petit peu ces éléments déclencheurs, le fait, parce que j'ai quand même fait un petit peu d'autarcie, justement au Québec là, et puis le fait de pouvoir compter sur soi-même, puis d'être seul, donc la moindre erreur que tu fais, tu la payes, le moindre truc que tu fais bien, tu ramasses directement les fruits, cette indépendance totale là, pour moi ça a été une grosse révélation. Je veux dire, alors déjà de un, je suis capable, très simplement. Déjà de un, je suis capable. Ça a été vraiment très révélateur. Et puis de deux, j'adore ça, même si c'est dur, et puis que c'est très violent en fait comme mode de fonctionnement. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je m'épanouis, puis j'évolue. Donc le fait de revenir ici, puis de retourner dans un cadre en prison et tout, je me suis dit putain de merde. Et je me suis senti, je me rappelle, ne serait-ce que même à la visite, là, le premier jour, je me suis senti mais tellement mal, mais physiquement, quoi. J'avais l'impression de faire à moitié un AVC, là. J'entendais plus rien ce qu'on me disait et tout. Je me suis dit, oh putain, c'est pas pour moi. Et c'est là que ça m'a fait virer. Donc, J'ai dit, tu un peu un canal ouvert, puis tu ramassais toutes les énergies négatives. j'ai pris la pétée monumentale, ouais, ça c'est clair. Puis là, c'est là que je me suis dit, là, si je retourne là-dedans, je vais de nouveau me mettre en danger. Parce que de nouveau, le fait, je pense, d'avoir fait autant de temps dans la forêt, Oui, tu t'étais ouvert à tous les stimuli, tout, ouais. les bruits, etc. Ouais. Et puis en théorie, nous, on est plutôt du style, on est sourd, Oui. on touche, on sent rien. Ouais. Et avec cette ouverture-là, tu as peut-être aussi compris dans quoi tu as passé 6 ans avant. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr, tu remets plein de choses en perspective. Et c'est vrai que Alors, tu parles de cette ouverture-là, mais de manière très physique, hein. Partons de ça, parce que pour moi, c'est ça le canal, là. Très clairement, ça passe par là. Être perché, ça suffit pas, on dira. Pardon. Euh, Ça passe vraiment par le physique, et puis le physique, pour moi, c'est l'indicateur parfait de où t'en es, quoi. Et le fait, effectivement, comme tu disais, le fait de vivre dans cette forêt où t'es obligé de dépasser, puis de développer justement ces capacités de perception physique, comprendre juste ce qui t'arrive, puis où t'en es, hein, c'est vrai que après quand je suis arrivé, c'était l'hécatombe. J'en ai pris mais plein la gueule. Et ça m'arrive chaque année d'ailleurs, en retour de la chasse. Chaque année, je fais 2 semaines dans la forêt. Les 2 semaines qui suivent le retour à la réalité, c'est une horreur. C'est hyper compliqué. Les bruits, les odeurs, les voitures, les gens. Quand tu es seul dans la forêt, le moindre petit mouvement, il est important. C'est une information. Donc tu branches ton cerveau à capter ces mouvements, ces odeurs, ces sons, ces trucs comme ça. Tu reviens là-bas dedans, là. Non, mais il y a trop, il y a beaucoup trop, donc c'est hyper violent. Ouais. Donc on se coupe. Moi, je sais que ça me prend 2 semaines pour me remettre un petit peu, pour me recouper en fait de ces sensations physiques qui sont à l'extrême, et puis de revenir à un fonctionnement viable, quoi, en fait. Mais après, viable, ça ne veut pas forcément dire que c'est juste. Non, mais c'est la capacité de l'humain à s'adapter à l'environnement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Oui, Mais après, ce qu'on gagne d'un côté en protection, on le perd de l'autre. complètement. Complètement. Ouais, ouais. Ouais. Le grand écart spirituel. C'est exactement ça. Ok. Donc, rentrée, grosse claque. Grosse claque, donc grosse remise en question, et puis c'est là que je me suis dit, en fait, même si je m'oriente vers quelque chose de plus, justement, de plus indépendant, individuel, même si j'ai pas de boulot, si j'ai pas cette sécurité financière là et tout, je sais que je peux aller dans la forêt puis je peux vivre. Ah, de nouveau, je peins le trait en ultra gras, hein, mais parce que c'est pas de loin pas le cas, mais ne serait-ce que d'avoir cette dimension, cette lunette de lecture supplémentaire là, ça permet d'appréhender la situation différemment, et ça c'est hyper intéressant. Le fait d'avoir fait cette expérience
concrètement, pas que dans un livre, Mmh. de l'avoir fait concrètement, de l'avoir vécu réellement puis, à l'intérieur de sa chair, quoi, clairement, ça fixe la base et puis ça définit justement cette lunette de lecture sur ce qui est possible ou pas. Puis du coup, ça m'a donné la possibilité de dire non, stop, maintenant je vais faire indépendant. Et je me rappelle très bien que je disais, parce que bah, j'ai pris maçon parce que c'est ce que je connaissais, puis que c'est ce qui était accessible. Je me rappelle très bien que même depuis le début, je disais toujours, quand on me disait, mais tu fais quoi maintenant? Je dis, je suis indépendant. Ah, mais t'es indépendant dans quoi? Je dis, bah pour le moment, je suis maçon, puis après on verra. Je m'en foutais dans quoi je faisais, je voulais être indépendant, point barre. Aux États-Unis, avec la maçonnerie et puis l'expérience carcérale, tu aurais construit ta propre prison et tu aurais fait fortune là-bas. Mais voilà, en Valais, c'était différent. Ah voilà, Ouais, c'est différent. ouais. Ouais. Et puis l'hypnose, tu as fait hypnose.ch, tu as vu les cours qu'il y avait? Ouais, alors hypnose en fait, alors j'ai déjà fait pour moi de l'hypnose parce que j'allais pas très bien, et puis que j'avais besoin de méthodes pour pouvoir mieux fonctionner justement, pour pouvoir faire un petit peu d'ordre. Pour moi l'hypnose c'était du charlatanisme à outrance, puis j'étais ultra cartésien. Donc moi j'ai eu, pour refaire un petit peu le fil historique du truc, j'ai eu cette période gamin ou très religion, etc. Puis après, j'ai coupé ça. Et puis, alors oui, j'ai découvert les Vikings, mais pas forcément la spiritualité qu'il y avait derrière. Un petit peu quand même, oui, mais pas trop. Pour moi, j'étais athée. Mais quand je dis athée, la religion athéiste, hein, parce que refuser, c'est une forme de religion aussi. Ouais, ouais. Ne pas croire, c'est une croyance, pour moi, à mon avis. Donc j'étais athée littéralement. En fait, c'est même pas que je croyais en rien, c'est que je voulais pas croire. Voilà, pour moi, il y avait rien, point barre. Puis du coup, j'avais pas besoin de me concentrer dessus. J'avais pas besoin de me poser la question. C'est un protectionnisme. Complètement, très clairement. Puis c'était un besoin par rapport à ce que je vivais à côté qui était complètement. Voilà. Et puis, justement, je voulais en venir où par rapport à ça? Par rapport à cette hypnose, à cette prison-là, le fait d'être très cartésien comme ça, pour moi, c'était tous des charlatans. Donc j'ai beaucoup été voir ce que c'était l'hypnose. J'ai été lire des études. Je conseille à tout le monde d'ailleurs, il y a une manière assez simple, si tu veux vraiment des sources et des informations fiables et claires, c'est pas d'aller sur Google, c'est d'aller sur Google Scholar. Voilà. Ça, c'est une branche que peu de gens en fait connaissent, à part justement les étudiants. Peu de gens connaissent de Google, mais c'est vraiment une branche où tu as des études. Donc c'est scientifique, tac. Donc j'ai été voir ces études sur l'hypnose, je me suis dit, ah, peut-être qu'en fait, au final, il y a quelque chose. Parce que je cherchais vraiment une manière d'aller mieux. Des psys, des psychiatres, j'en ai déjà vu 2-3, j'ai dit, ouais, c'est bof, non, c'était pas ma came. Donc je voulais chercher autre chose. Et puis bon, du coup, je me suis pas renseigné, j'ai vu que, ouais, il y avait quelque chose à creuser, j'ai dit, allez, je perds rien à essayer. J'ai essayé, je suis tombé sous le charme, et puis du coup, ça m'a énormément permis d'évoluer et puis faire des expériences qui m'ont permis justement de me rendre compte que j'étais pas que ce que je voulais bien définir, mais qu'il y avait aussi peut-être un petit trop de trucs derrière, quoi. Mhm. Bon, je pense on va conclure aujourd'hui, mais je pense que tout le monde a compris qu'on va pas s'arrêter là. Si je relève les thèmes, bon, il y a le thème de la chasse, je pense que ça va en titiller plus d'un. Ouais, on est en plein dedans, là. Mais C'est on un sujet va... d'actualité très intéressant, ça. Ouais, Ouais. très très chaud, mais on va faire ça de façon à ce que on ait matière à réflexion, hein, parce que je pense que tout le monde doit y réfléchir sans être trop arrêté non plus. Bon, c'est mon point de vue à moi. Chacun fait ce qu'il veut. Après, on aura l'hypnose. Ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, parce que dans mon entourage, j'ai entendu la fameuse phrase ouais, mais l'hypnose, c'est la manipulation. Vu ta réaction, on peut en parler. Ouais, Après, il y aura les runes. Ouais. Ça, c'est quelque chose où je pense on va en faire des podcasts, parce que les runes, bah, c'est ce qui m'a amené ici. Oui. Après, je pense aussi la mythologie. Ouais. Ça, c'est un thème qu'on va pouvoir aborder dans le podcast. L'histoire viking, parce que là, je important. pense qu'il y a du debunk à faire. C'est hyper important. Ouais. Il y a une demoiselle qui nous écoute sûrement. Elle va faire comme ça avec les mains, elle va être toute contente. Donc voilà, je pense que vous avez compris que le but du podcast, ben, c'est d'inviter des personnes, ben, comme Jonas. J'ai d'autres personnes sur la liste. Et le but, c'est que le jour où on va faire des épisodes de dialogue, on va pas faire des discussions, on va faire des dialogues, et ben, que vous sachiez qui est derrière la voix
un peu leur histoire pour qu'ils puissent se faire un peu une autre image. Et puis, voilà. J'espère que l'épisode avec Jonas a été inspirant. Donc, si votre mari ou votre copain va partir au Canada, laissez-le partir. Vous rentrez avec un enfant. Ça peut être quelque chose. Mais je trouve ça très, très inspirant dans le sens où tu as comme démontré que un couple, c'est le dialogue. S'il n'y Ouais. a, pas d'échange, ça peut forcément pas beaucoup évoluer. Et puis, les choses aussi qu'on dialogue avant, et suivant ce qui se passe, on peut soit réajuster le tir À fond, ou simplement en profiter parce qu'on en a parlé avant, quoi. c'est ça. Voilà, sur ces paroles très philosophiques. Jonas, qu'est-ce que tu veux raconter pour conclure? Non, c'est très intéressant ce truc-là. C'est très très intéressant. Tout à fait nouveau pour moi comme expérience. Très intéressant. Je me réjouis de réitérer l'expérience avec toi. Merci Rémi. Avec plaisir. Donc, en lien sur Instagram et sur le site du podcast, sur Spotify, vous trouverez bien sûr tous les liens pour vous mettre en relation avec Jonas, si ça vous tente, ou de suivre sur Instagram pour savoir s'il vient piquer dans votre région, à une fête médiévale peut-être. Et puis, sinon, n'hésitez pas à lui écrire, parce que on a remarqué que plus on échange aussi avec des personnes d'autres horizons, plus on fait avancer notre point de vue sur les choses. Voilà, c'était l'Esprit d'Agaz, épisode 4 avec Jonas Dorsa. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, suivre, etc. Blabla. Vous connaissez l'histoire. Et à la prochaine. L'esprit de Dagaz retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être dans le partage d'âme. Chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, le podcast. Le podcast.